présentation s'intitule « Sanctions économiques et dollarisation ». C'est donc du dollar dont je vais vous parler, ou plus précisément de l'arme du dollar. Donc, nous le savons, cela a été rappelé à plusieurs reprises, la BNP a dû payer 8 milliards 900 millions de dollars au fisc américain. Ce que nous savons moins, c'est que les États-Unis ont menacé d'exclure la Russie du système SWIFT. Alors, je vous dirai dans quelques minutes de quoi il s'agit, mais c'est très important. Mon exposé se divise en trois parties. Je vous parlerai tout d'abord de l'hégémonie du dollar, puis de ses limites, et je conclurai par quelques mots sur ce que pourrait être le futur. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis sont sans conteste la première puissance économique. À titre d'exemple, les réserves officielles des États-Unis s'élèvent à 22 000 tonnes d'or, soit 72% du total mondial. À titre indicatif, la Grande-Bretagne a alors 1 400 tonnes et la France 490 tonnes. C'est donc sur cette puissance que va s'élaborer peu à peu cette dollarisation de l'économie mondiale. Cette dollarisation, d'ailleurs, commence dès 1944, précisément en juillet-août 1944, dans une station balnéaire de New Hampshire, Bretton Woods. Les Américains réunissent 44 nations pour discuter du futur système monétaire international en remplacement du système de la livre sterling qui s'est écroulé en septembre 1931, mais qui avait régi les relations monétaires des pays pendant pratiquement un siècle. Alors quand je dis que les États-Unis ont organisé une conférence, c'est peut-être pas tout à fait exact. En fait, ils ont aligné les pays comme ce serait ici, et puis ils leur ont présenté leur projet. La seule personne qui a pu s'opposer, le représentant américain était Harry Dexter White, et la seule personne qui a pu s'opposer à Harry Dexter White, c'est John Maynard Keynes. Mais en dépit de ses compétences, John Maynard Keynes n'a rien obtenu, sauf l'article 5 du Fonds monétaire international, qui d'ailleurs n'a pratiquement aucune valeur. Donc les États-Unis, en la personne de Harry Dexter White, ont dicté leurs conditions en disant, voilà, dorénavant, un once d'or vaut 35 $, vous avez la valeur du dollar, si vous avez des dollars, vous pouvez nous les amener et on les changera contre de l'or. La valeur des autres devises est alors définie en fonction du dollar, que ce soit le franc français, la livre sterling, le Deutsche Bank, etc., etc. Et cette valeur est fixe. Cependant, comme les nations ont parfois des difficultés avec leur solde commercial international, les États-Unis créent une institution, le Fonds monétaire international, pour les aider à aider ces pays qui pourraient avoir des difficultés momentanées. Ils créent également une autre institution, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, plus connue aujourd'hui sous le nom de Banque mondiale, et dont l'objet était d'aider l'Europe à se reconstruire. Donc, si vous avez tout ça à l'esprit, il faut maintenant imaginer, c'est là où les diapositives auraient été utiles, un système au centre duquel se trouve la Réserve fédérale, c'est-à-dire la Banque centrale américaine, et gravitant autour de cette banque fédérale, vous avez les autres grandes banques centrales, la Banque de France, la Banque d'Angleterre, the People's Bank of China, la Banque centrale européenne, etc. Et derrière, bien sûr, ces banques centrales, vous avez nos banques commerciales, la BNP, Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank, etc., etc. Donc voilà comment se construit, et toutes ces banques sont connectées et interconnectées, mais le centre est la Réserve fédérale, qui est de fait la banque centrale mondiale. On parle de la banque centrale qui définit la monnaie d'un pays. Eh bien, s'il y a une banque qui définit la monnaie mondiale, c'est la Réserve fédérale. Donc, nous avons maintenant une dollarisation de l'économie mondiale
Et comme vous le savez, bien, environ 2/3 des transactions commerciales internationales sont libellées en dollars. Si vous achetez du pétrole, vous l'achetez en dollars. Si vous achetez du blé, vous l'achetez en dollars. Mais si vous achetez des Airbus ou des Boeing, vous les achetez aussi en dollars. Et environ 2/3 des transactions sont ainsi libellées en dollars. Alors, ça ne s'arrête pas là, bien sûr. Le dollar est la première réserve monétaire mondiale. Les opérations de change, si vous voulez changer des dollars contre de l'euro, etc., se font contre le dollar. Si vous voulez échanger des pesos argentins contre l'euro, vous allez vendre vos pesos argentins contre le dollar, puis vendre vos dollars contre l'euro. Donc, dans les opérations de change, c'est aussi le dollar qui domine. Dans les opérations de prêts internationaux, c'est à nouveau le dollar qui domine. 50% des prêts internationaux sont libellés en dollars. Par exemple, si l'Argentine, qui emprunte beaucoup sur le marché international, emprunte, elle va emprunter en dollars et non pas en euros. Wall Street est bien sûr la première banque mondiale par sa valorisation. Cette valorisation représente 50% de la valorisation mondiale de toutes les bourses. Et à titre indicatif, la bourse chinoise dans son ensemble, dont on parle beaucoup, ne représente que 20% de la bourse américaine. Donc c'est très très peu par rapport à la bourse mondiale. Si maintenant vous reprenez ce graphique avec la Banque centrale, la Réserve fédérale en son centre et les banques centrales qui gravitent autour avec les banques commerciales qui sont rattachées à ces banques centrales, vous comprenez pourquoi, pour la BNP, il est absolument vital d'être lié au marché américain. La BNP est la 6e banque mondiale. Si elle n'est plus liée au marché américain, elle disparaît. Elle devient une banque régionale. Pour la Russie, si la Russie n'est plus liée dans ses transactions commerciales au système SWIFT, elle est pratiquement ramenée au rang de l'Iran aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que le système SWIFT ? Alors, SWIFT, si ça vous intéresse, ça veut dire Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Bon, c'est une société détenue par les grandes banques mondiales qui est destinée à remédier aux inconvénients des flux papier. On veut aller très vite et donc il faut un nouveau système. Donc, ce système SWIFT permet des messages standardisés entre les banques. En fait, c'est un total de 10 800 banques qui appartiennent à ce système SWIFT et qui l'utilisent pour faire leur transfert d'une banque à l'autre. Alors, l'intérêt aussi de ce système, c'est non seulement sa rapidité, mais c'est ce qu'on appelle la non-répudiation des échanges. Ce qui veut dire, si la BNP décide de transférer 1 million d'euros aujourd'hui à la Deutsche Bank, ce transfert va être instantané et irrévocable. La BNP ne peut pas revenir en arrière. Ah, on s'est trompé, trop tard, c'est fait. Donc, vous voyez bien l'intérêt de ce système, surtout dans une économie financiarisée comme la nôtre, puisque je vous parle de transactions commerciales, mais en fait, ce qui compte pour les banques, ce ne sont pas les transactions commerciales, mais les transactions sur ce qu'on appelle les produits dérivés. Les produits dérivés dont le montant nominal représente quelque chose, alors je cite de mémoire, je crois que c'est 70 fois le PIB mondial. En valeur nominale. En valeur réelle, c'est seulement 14 fois, je crois. Enfin, c'est des chiffres fantastiques. Donc, vous voyez l'intérêt du système SWIFT. Les banques comme la BNP ou la Deutsche Bank, qui perdent d'ailleurs beaucoup d'argent au passage, mais enfin, les grandes banques gagnent leur argent ou perdent beaucoup d'argent dans le cas de la Deutsche Bank, gagnent leur argent non pas par les prêts qu'elles vous font pour acheter une maison, mais par ces produits dérivés qui, d'ailleurs, au passage, sont comme l'a dit Warren Buffett, des
produits de mass destruction, c'est-à-dire des produits extrêmement dangereux. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur l'hégémonie du dollar. Maintenant, je vais vous parler de ses limites. Alors, ces limites, c'est le corollaire de ce que je vous disais tout à l'heure. Si la puissance économique du dollar a permis, si la puissance économique des États-Unis a permis au dollar de s'imposer, la faiblesse de l'économie américaine actuellement, eh bien, affaiblit ce système. C'est le corollaire. Alors, pourquoi parle-t-on de faiblesse de l'économie américaine ? Eh bien, parce qu'il y a d'abord un déficit budgétaire incontrôlé, ce qui fait que la dette publique ne cesse de s'accroître. Elle représente aujourd'hui 108% du PIB américain, du produit intérieur brut. 30% de cette dette est détenue par des étrangers, ce qui est toujours un petit peu ennuyeux. D'ailleurs, la Chine a décidé de réduire son exposure, comme on dit, sa quantité la quantité d'obligations américaines qu'elle détient. Et enfin, cette dette publique américaine qui avait la notation 3A, c'est-à-dire la meilleure notation possible, a été rétrogradée il y a 2 ou 3 ans par Standard & Poor's, qui est une société de notation américaine, de 3A à 2A+. Bon, ce n'est pas très grave. Cependant, Dagong, alors qui est une société de notation chinoise, a, vous vous en doutez, une opinion différente. Et Dagong a dit la dette publique américaine doit être notée 3B+. C'est-à-dire juste au-dessus de ce qu'on appelle les obligations pourries. Alors évidemment, la vérité doit se trouver entre ces deux évaluations. On peut comprendre que les questions de nationalité interviennent dans cette question d'évaluation. Alors il y a aussi aux États-Unis une surévaluation de la bourse. Si vous examinez si vous étudiez les travaux de Robert Shiller, il vous montre qu'aujourd'hui, la valorisation de la bourse américaine est à son niveau de 1929. Et il y a également une inégalité croissante. Et si vous regardez les travaux de certains économistes américains, vous verrez que la part de revenus que détiennent le 1% américain est revenu au niveau où il était en 1925. C'est-à-dire qu'en 1925, il devait représenter à peu près 18%. C'est-à-dire que les 1% captaient 18% des revenus nationaux. C'est tombé dans les années 70 et on est remonté au niveau où nous étions en 1925. Donc il y a une inégalité croissante. Il y a un retard technologique latent, c'est l'affaire Huawei, les 5G dont on a parlé. C'est aussi, et ça c'est plus intéressant, l'affaire du B737 MAX, qui est maintenant interdit de vol pour une durée indéterminée. Ça ne s'est jamais présenté. Ce n'est pas très bon pour Boeing. Donc il y a d'autres choses de ce genre. Alors, pendant ce temps, eh bien, la Chine, elle, tisse sa toile, bien sûr. On le sait maintenant, la Chine est la deuxième économie mondiale. En 2001, elle a créé l'Organisation de coopération de Shanghai, qui regroupe un peu plus de 40 pays, dont la Chine, la Russie, l'Inde, le Pakistan. Ça représente 42% de la population mondiale. En 2013, la Chine lance la nouvelle route de la soie. En 2015, le yuan, monnaie chinoise, est inclus dans le panier de devises qui sert à définir la valeur des droits de tirage spéciaux. Bon, je ne veux pas vous ennuyer avec tout ça, mais c'est une décision symbolique. Ça veut dire que désormais, on considère le yuan comme une monnaie au même niveau que le dollar, l'euro, etc., comme une grande monnaie, qui en fait n'est pas vrai, je vous en reparlerai dans quelques minutes. En 2015, la Chine crée la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, qui est en fait potentiellement une concurrente de la Banque mondiale pour l'Asie.
Et en 2015, la Chine crée le CIPS, qui est un concurrent de SWIFT, dont je vais vous reparler dans 2 minutes. Oui, je conclus. Vous voyez, je ne peux pas faire plus vite, sinon je m'arrête tout de suite. Désolé. Et enfin, la Chine insiste, d'ailleurs, je n'ai pas vérifié, mais je ne dois pas être très loin de mes 15 minutes. La Chine insiste davantage pour que les transactions commerciales qu'elle fait avec d'autres nations soient libellées en dollars. Donc le CIPS, je vous en parle en 2 minutes, c'est un concurrent du SWIFT, mais c'est plus une copie du SWIFT sans être encore véritablement un concurrent, bien que potentiellement le CIPS pourrait devenir un concurrent du SWIFT. Donc je ne vous parlerai pas, en raison du temps qui m'est alloué, de pourquoi le yuan ne peut pas devenir une monnaie de réserve internationale, tout au moins dans le futur immédiat. Mais je conclurai pour vous dire que les États-Unis utilisent de plus en plus le dollar comme une arme. Les Américains parlent de dollar weaponization. Jusqu'où iront-ils? Personne ne le sait. Mais plus ils utiliseront le dollar comme arme, plus les pays chercheront à se désengager du dollar. C'est la 3e loi de Newton, action-réaction. C'est pas compliqué. L'euro peut-il remplacer le dollar? La réponse est non. L'euro a des faiblesses structurelles qui lui empêchent de devenir une monnaie de réserve internationale. Le yuan ne peut pas devenir non plus la monnaie internationale dans le futur. Donc la conclusion, c'est la suivante, c'est la conclusion que je reprends de Barry Eichengreen, qui est un économiste américain spécialiste des questions monétaires, et il dit ceci: le dollar est la monnaie de réserve internationale parce qu'il n'a pas de concurrent. Tant qu'il n'en a pas, il restera la monnaie internationale. Merci beaucoup.